Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le 3e épisode de la semaine avec notre superbe invité Yannick Maté-Gisek. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter Olivier, mon compère de podcast. Salut Olivier. Salut Armano, bonjour à tous. Et comme je le disais, Yannick Maté-Gisek nous accompagne cette semaine. Salut Yannick. Salut Armano, salut Olivier, merci de me recevoir. Hier, on a abordé ta préparation finale, tes derniers jours avant l'Ironman de Vitoria-Gasteiz. Tu nous as expliqué que malheureusement, vous n'avez pas pu nager. Et donc, nous sommes aujourd'hui pendus à tes lèvres. On aimerait savoir comment s'est passée la suite du triathlon. Tu nous expliquais que du coup, les organisateurs ont été un petit peu pris de court et ils n'ont pas eu d'autre choix que de vous faire courir au pied du parc à vélo avec votre vélo et prendre le départ. Comment ça se passe? Et puis surtout, moi j'ai une question qui me taraude. Sur Ironman, le drafting est interdit. Quand on part comme ça, tous ensemble, surtout sur un parcours entre guillemets aussi plat que Vitoria-Gasteiz, qu'est-ce qui se passe sur les 15, 20, 30 premiers kilomètres? Je suis parti 3e ou 4e vague. Donc ils avaient installé un rolling start comme tu l'avais supposé, mais c'était 2 athlètes toutes les 10 ou 15 secondes. Alors j'ai plus le temps en mémoire, mais toutes les 10 ou 15 secondes. Donc c'est vrai que déjà tu pars avec un compère et après c'est soit toi tu passes devant, soit c'est lui qui passe devant, mais tu respectes les 12 mètres. Moi je suis parti, donc c'est moi qui est parti devant. J'ai vu qu'il a essayé de me suivre quelques minutes et après derrière j'étais tout seul et devant moi en fait c'était que des dames. Donc j'ai rattrapé en fait entre guillemets mon retard, je dirais en 3 kilomètres et en fait je me suis retrouvé derrière la voiture ouvreuse pendant 7h20. Je crois que j'ai fait 7h20 derrière voiture ouvreuse et derrière VTT ouvreur tout seul. Donc moi j'avais pas de question de drafting ou autre, j'étais seul face à moi-même, face à mon ressenti sur moi sur la course, mes jambes et puis voilà. Donc ça doit être une sacrée motivation ça quand même de te dire en fait t'as la voiture ouvreuse devant toi, enfin à voir parce que en même temps d'un côté quand t'es premier t'as moins la pression, enfin tu vois pas forcément ce qui se passe derrière toi. Quand t'es deuxième, t'as le mec devant toi, tu te dis ok il est là, je le dépasse quoi, tu vois, t'as un truc devant toi, t'as un lièvre quoi. C'est ça. Là le lièvre c'est la voiture ouvreuse, mais en même temps elle va s'adapter à ta vitesse à toi. C'est ça. Donc, du coup comment est-ce que pour toi c'était un avantage ça ou bien pas du tout, ou est-ce que psychologiquement tu disais ok je suis premier, je suis le roi du monde, let's go. Ça te rappelle rien Olivier ça sur la Race Across Belgium avec le deuxième qui te talonnait à quelques mètres derrière? Ouais, enfin ça c'est voilà une autre étape par laquelle je suis passé au mois d'août, mais c'est vrai que moi j'avais le deuxième qui était en ligne de mire quoi, donc ouais. Ça joue beaucoup et puis j'étais pas sur un contre-la-montre, donc contre-la-montre tu te retournes pas des masses non plus, tu vois. Non, franchement sincèrement je me suis retourné 2 fois sur les 180 km. Et donc du coup toi t'étais concentré dans ton truc, tu connaissais tes vitesses, tu connaissais tes watts, tu savais ce que t'avais à faire, tu te concentrais là-dessus? J'avais mes watts qui étaient calculés depuis tout le temps, où je savais ce que je devais faire, mais en fait quand je monte sur le vélo mon capteur de puissance ne marche pas et du coup j'ai fait au feeling, comme j'ai dit, j'ai racheté d'un coup sur ma machine le gestion luxe plus où il fallait que je fasse la gestion de ma course, où là du coup j'avais que ma FC, donc ma fréquence cardiaque, et en fait au final alors bien ou pas bien, là du coup plutôt bien je pense, mais j'étais au-dessus des zones, c'est sûr, j'en suis persuadé, que prévu à l'habitude, parce qu'en fait ma FC normalement sur un type, j'avais déjà fait des tempos de 120 km, j'étais aux alentours de 150 155 pulses, et là en fait j'ai fait je peux vous envoyer la courbe cardiaque, j'étais à 165 pulses tout le temps. Donc 10-15 plus de plus. C'est énorme. Donc après il y a, est-ce que j'étais aussi dans l'adrénaline, tout ça. Moi après ce que je dis aussi régulièrement, c'est que souvent en course moi j'active le mode warrior, et en fait je me mets dans mon truc, dans ma bulle, et
je sais que voilà, chose que je n'arrive pas à faire à l'entraînement parce que j'ai pas d'adversité ou autre, ou souvent en fait peut-être inconsciemment tu te mets un peu dans ta zone de confort et là au final tu te dis j'appuie. Donc au final je regardais ma FC et puis les kilomètres heure et je me disais de toute façon faut que j'appuie et je voulais rouler à 40 à l'heure donc j'ai roulé et après derrière oui, comme pour répondre à ta question, donc la voiture ouvreuse c'est clair que c'est un petit kiff, tu te dis je suis premier. Mais au final, faut pas oublier que derrière on est parti en rolling start. Oui, c'est ça, t'en sais rien, c'était vraiment premier. Voilà. En fait, donc il suffit que le mec il fasse, il te revienne, admettons pas loin de toi, mais s'il est parti 5 minutes derrière toi, il aura le meilleur temps vélo. Donc faut rester dans son monde. Voilà, faut faire preuve d'humilité et se dire on sait jamais quoi. Il y avait 3 boucles, donc j'imagine il y a un moment t'as des supporters ou quoi sur le bord de la route qui te disent en fait ouais t'es premier, t'es vraiment premier en termes de temps. Bien, il y a des moments où peut-être t'as perdu justement cette place. Enfin, comment ça s'est passé? Alors moi, je savais pas du tout où j'en étais. Là où juste j'ai pu voir, c'est sur la 3e boucle. En fait, tu fais un aller-retour. En fait, tu vas chercher un rond-point proche du lac, tout à l'est, et tu reviens. Et là, en fait, je recroise un mec. Et là, je me dis, ok, lui, ce sera le deuxième. Grosso modo, je sais pas combien de temps il est parti de moi, mais lui ce sera le deuxième. Et ok. Et donc je savais à peu près que j'avais quand même, j'avais, je pense, allez, on va dire au moins 5 minutes d'avance minimum. Donc du coup, je savais que j'étais pas trop mal. Après, du coup, j'ai géré ma fin de parcours parce que je commençais à avoir un peu mal aux cuisses parce que même la gestion luxe plus, ça me faisait un peu mal. Je me disais bon, là, va falloir faire un peu gaffe. Et heureusement que je me connais bien et puis de toute façon tout athlète qui s'entraîne régulièrement finissent par se connaître et ça prouve aussi que c'est très important. J'ai pu poser le vélo avec suffisamment d'avance et après derrière là où j'ai pu regarder c'est surtout sur les parties vélo parce qu'en fait on passe tellement par plein de petits chemins qu'on se recroise à peu près et derrière en fait je me faisais des checks dans ma tête pour savoir si j'étais toujours un peu en avance ou pas quoi. Et alors justement tu poses le vélo, alors fais-nous rêver. Quel est ton split vélo? J'ai mis sur 182. Je dis 182, normalement c'est 180, mais on avait tous 182 à l'arrivée. J'avais fait 4h28. 4h28, donc c'est 40,6 de moyenne tout seul. Donc j'avoue que là je suis assez content et fier de pouvoir me dire dans ma tête sur un Ironman, j'ai fait un contre-la-montre avec 1200 de D+, à plus de 40 de moyenne. Donc c'est vrai que je suis content. Et après, derrière, avoir enchaîné le marathon en moins de 3 heures aussi, ça prouve que j'en avais encore dans les pattes, quoi. Et watt estimé sur le vélo sans le capteur? Moi, sincèrement, je pense. Alors, normalement, j'étais censé être entre 250 et 270. Là, je pense que j'étais plus aux alentours de 270, 280, je pense. Parce que si avec 15 pulses de plus, c'est sûr que je suis plus proche des 280. Que c'est sûr parce que si je serais vraiment à mes watts, voilà, j'ai fait mes tempos, je me connais, je devrais être à 155 pulses. Donc ouais, je pense que par rapport à tes vitesses aussi, je pense que c'est un bon indicateur parce que c'est vrai que la fréquence cardiaque, enfin on y revient aussi beaucoup, hein, mais les coachs, on va dire un petit peu plus old school, ont tendance à effectivement à regarder beaucoup la fréquence cardiaque. Et aujourd'hui justement, c'est quelque chose qu'on regarde de moins en moins avec les capteurs de puissance puisque il y a des facteurs externes, le stress, est-ce que t'as bien dormi, t'as mal dormi, enfin voilà, il y a plein de petites choses en fait qui peuvent influer sur ta fréquence cardiaque finalement. Donc c'est vrai qu'on la regarde un petit peu moins, mais je pense que rien qu'avec la vitesse effectivement, avec l'entraînement en général, on peut commencer à avoir des estimations qui sont plus ou moins correctes quoi. Ouais, tout à fait. Bon, et tu pars sur la course à pied, comment ça se passe? Je pars sur la course à pied. Du coup, là après, je me suis dit, je sais que de toute façon, les Espagnols aussi, c'est des super supporters. Alors j'étais content. Et vu qu'on passait à plein d'endroits, etc. Mais franchement, c'est des malades. Les Espagnols, c'est dommage que t'as pas pu vivre ça. C'est un truc de fou. Ils crient. Ils ont du matos pour faire du bruit et tout. C'est trop bien. Mais du coup, faut quand même se caler. Faut pas partir en 3,20, tu vois, au kilo, parce que là, sinon t'es mort. Du coup, souvent quand tu pars du parc à vélo, tu sais, souvent t'as envie de partir fort, etc. Alors moi, j'ai vite regardé ma montre, je me suis vite recalé dans mes allures, donc c'était, moi je partais sur 4,05 au kilo. Donc j'ai pu faire le premier semi comme ça. En 4,05 sans souci, et après voilà j'ai eu un petit coup de mou sur le deuxième semi où j'étais plus j'appelle pas ça une explosion, mais voilà j'étais plus en 4,25 4,20 4,25.
sur la deuxième partie. Donc ça m'a fait le marathon en 2h56 après au final. Ce qui est pas mal. Quand tu regardes Rolling Start ou pas, le deuxième, tu le mets quand même plus de 10 minutes. Ouais, 11 minutes, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, le deuxième, il fait son marathon en 3 heures, lui, 3h056, un truc dans ce style. Donc au final, j'ai même fait un meilleur marathon derrière aussi, donc je suis content aussi. Ouais. Je pense que cette configuration avec le départ à froid, tu vois, sur le vélo, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont emballés à cause de ça. Parce que du coup, bah, t'as un peu le côté, bon, déjà, fait chier, je suis venu jusqu'en Espagne pour faire un Ironman, et c'est même pas un vrai Ironman, enfin, il y a pas la natation, donc voilà. Donc, du coup, je vais m'exprimer à vélo. et moi, j'ai vu, c'est marrant parce que bon, sur Ironman, il y a l'application pour suivre les différents athlètes. Donc, je regardais un petit peu ce qui se passait et je voyais les mecs, ils étaient à 45, 44 de moyenne. Je me disais, mais c'est pas possible, enfin, le parcours commence par une descente, enfin, il y a un truc, et en fait, il y en a énormément qui ont complètement explosé par la suite, quoi. Donc je pense que la gestion est importante. C'est ça, mais comme tu disais, la première partie, elle est plutôt en notre faveur parce que moi, alors, je sais que ma puce, elle a fini par bugger. À un moment, j'ai fait peur à quelques personnes qui me suivaient. La première partie, je l'avais à 46 de ce qu'on me disait, donc du coup, au final, en fait, c'était plutôt descendant. Mais après, il y avait quand même des passages qui sont casse-pattes. C'est pour ça qu'on a les 1200 de D+. Et c'est pas genre, déjà, t'as beaucoup de toboggans. Et après, derrière, t'as quand même des petites bosses à 10% de 500 mètres où là, t'es obligé de passer le petit plateau. Okay. Donc, en fait, t'as vraiment un moment où d'un coup, ça te casse ton rythme, où tu passes de 40-45 à l'heure à boum, t'es à 15, quoi. Après, faut se relancer derrière aussi. Et c'est ça qui fait mal aux jambes. Tu finis la course à pied, forcément, tu finis sur le tapis rouge et tu lèves la banderole. Il y a d'ailleurs des très belles photos de toi sur Insta. Qu'est-ce que ça donne quand on gagne son premier Ironman, entre guillemets, mais bon, on va pas te l'enlever, hein, ça reste un Ironman. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les premières minutes et puis dans les heures, les jours, les semaines après? Bah déjà, tu me dis, mais j'ai pu faire ça. Déjà, j'ai pu le finir d'une part, et surtout, voilà, c'est mon premier. Et je vais gagner. C'est un aboutissement énorme parce que derrière, j'ai fait une prépa forcément minutée au maximum et optimisée dû à mon boulot, etc. Donc après, déjà, c'est vraiment un aboutissement où derrière, j'en avais des frissons. À la fin, j'arrivais limite même plus à courir normalement tellement voilà, j'étais heureux, ça passait partout, j'avais envie de pleurer aussi, je vais pas me le cacher. Voilà, j'avais tout, c'était vraiment après des larmes de joie évidemment. Derrière, tu dis voilà, j'ai réussi, je l'ai fait et je suis super content et surtout fier. Faut être fier de soi aussi, fier de ce qu'on fait à son niveau aussi. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas se l'enlever, que ça soit à n'importe quel niveau, même amateur, même fin de peloton comme vous dites, et que voilà, il faut être fier de ce qu'on peut faire tant qu'on fait du sport, c'est le plus important aussi derrière. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que le moment où tu te dis ok, c'est bon, je vais gagner, la victoire est à moi, et t'as un petit relâchement, tu vois, tu te dis Ouais. bah, en fait à la limite c'est bon, je suis quasiment certain de gagner, c'est bon, en fait il reste peut-être encore plusieurs kilomètres. Enfin ça m'est arrivé sur la Race Across Belgium où en fait je pense que j'avais encore 20-30 kilomètres, une vingtaine de kilomètres devant moi. Tu te dis bah en fait 20 kilomètres tu peux toujours encore exploser sur 20 kilomètres, tu vois, t'en sais rien, mais en même temps et donc t'as ce petit relâchement et ça peut être dangereux en fait. Ah mais clairement, mais après même tu vois le passage où il reste 100 mètres, j'étais relâché, j'avais les crampes qui me montaient, en fait c'est simple, il fallait que j'arrive. Là, il y a tout qui était relâché, il fallait que j'arrive, mais je m'étais pas relâché avant non plus, tu vois. Et sur la partie accompagnateur ou personnes qui te suivent, je peux tout à fait le comprendre parce que Olivier nous a fait vivre des trucs de malade avec ta puce aussi qui marchait pas sur la Race Across Belgium où on te voyait une fois devant, une fois 50 km derrière le deuxième, enfin on s'arrachait les cheveux, donc je peux tout à fait comprendre que pour tes accompagnateurs, pour ta famille, ça devait être un petit peu compliqué à vivre. Justement, tu passes la ligne, évidemment. Tu comprends avant même de passer la ligne que tu as gagné. On a dit tout à l'heure, il y a le jeu du rolling start, mais j'imagine que sur la course à pied, tu as vu que le deuxième, il était encore bien loin. Donc même s'il était parti 15 minutes après toi, il y avait encore de la marge. Qu'est-ce qui se passe juste après avoir passé la ligne? Tu as le droit au bouquet de fleurs, au bisou, à la médaille, et puis après, on te dit, bon allez, je te mets la couronne de fleurs parce que c'est bon, Hawaï, c'est pour toi. Comment ça se passe? Bah du coup, ouais, tu passes la ligne, donc il te laisse bien prendre le temps de profiter avec la banderole, forcément. Il te laisse entre guillemets tranquille. Tant que tu te remettes un peu tes émotions
promotion, etc. Après, il te la retire et t'as quelqu'un qui vient te remettre la médaille. Donc vraiment super sympa. Et en fait, là, tu te fais féliciter. Et c'est vrai que là, c'est assez ouf de connaître ça. Il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent autour de toi et pour te féliciter et pour t'interviewer aussi derrière. Et du coup, voilà, ils me disent, est-ce que c'est possible qu'on aille là? On va prendre une photo là. On peut te demander quelques mots là. Oui, pas de souci. Est-ce que vous pouvez revenir là? Là, on va vous interviewer aussi. Puis on va attendre que le deuxième et troisième arrivent pour la photo. Est-ce que vous pouvez juste m'accorder là 5 minutes? Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Et c'est vrai que c'est assez ouf. Et moi après derrière, évidemment, j'ai remercié aussi tous les ça faut pas les oublier, les volunteers, comme entre guillemets on dit, les bénévoles. Tous les bénévoles. Ouais, voilà, qui étaient là parce que c'est aussi grâce à eux, grâce à leur temps qui sont venus. Donc j'ai pris aussi pas mal de photos avec eux où je les ai déjà checkées. Il y en a qui voulaient prendre des photos et ça aussi j'ai pris du temps pour eux parce que en fait t'es reconnaissant derrière, donc t'es super heureux, mais aussi moi j'étais reconnaissant de tout le monde en fait, de l'organisation, des bénévoles, de tous qui ont pu mettre ça en place et en fait grâce à eux j'ai pu gagner en fait et j'ai pu me dire maintenant j'ai gagné l'Ironman de Vitoria. Donc c'est vrai que c'était ouf quoi. Bon, en même temps quand tu gagnes c'est sûr que heureusement que t'es content parce que si tu tirais la tronche quand tu gagnes où est-ce que tu vas faire un sourire? Non c'est sûr. Bon est-ce que tu le refais en 2022? Oui, hier d'ailleurs je l'ai partagé sur mes réseaux, j'ai eu la chance d'être invité. Donc ils m'ont invité pour 2022 vu que je vais préparer Hawaï pour octobre 2022. Ben en fait là ce sera le 10 juillet 2022 et du coup au final ça se calera nickel. Parfait. Ça se calera nickel pour la prépa, ouais. Donc si toi tu reviens, ce sera cool, on se verra là-bas. Eh ben écoute, on se verra effectivement sur place. Je l'ai reporté pour une 4e fois. Voilà, bon, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. T'inquiète, ce sera bon cette fois. Pour les plus assidus de nos auditrices et de nos auditeurs, vous savez que Hawaï a été non seulement décalé dans le temps, mais aussi dans le lieu. Déjà à la base, quand tu passes la ligne à Vitoria, évidemment tu te qualifies pas pour Hawaï 2021 parce que en septembre tu te qualifies pas pour Hawaï en octobre, donc tu savais que ce serait de toute façon en 2022, mais du coup ce sera pas à Hawaï. Alors qu'est-ce que ça te fait toi qui vas y participer de faire Hawaï mais pas à Hawaï? Eh ben justement, détrompe-toi, ça restera à Hawaï parce que en fait là où c'est pas Hawaï, ce sera pour juillet à Saint-Georges 2022, mais pour le report de cette année. Là en fait cette année il y a pas de championnat du monde de Ironman et en fait ils l'ont reporté à Saint-Georges en juillet 2022, qui de base devait être février Hawaï 2022. Ils l'ont reporté pour, je crois, juillet, si je dis pas de bêtises, dans les dates. Et en fait, nous, là, j'ai bien reçu le mail, etc., à l'inscription. Ils te proposaient justement soit d'aller à Saint-Georges, et là, évidemment, c'est mort, soit garder Hawaï pour le 6 ou 8 octobre, parce qu'en fait, 6 sera la course femme, 8 la course homme, octobre 2022. Donc moi, c'est bon. Heureusement, merci. Et j'espère que ça va se tenir comme ça. J'irai bien à Hawaï pour octobre 2022. Je suis déjà en train de regarder les vols d'avion, etc. Excellent. Bon, écoute, je pense que on peut en rester là pour aujourd'hui. On reviendra peut-être demain encore sur comment est-ce que tu jongles, tu vois, ta carrière, parce que tu l'as dit plusieurs fois que tu travailles dans la police. On voit souvent des triathlètes aussi qui sont dans l'armée, qui sont qui ont des métiers, on va dire peut-être un petit peu atypiques, où c'est pas t'es pas juste derrière un bureau toute la journée, avec des horaires aussi un petit peu atypiques. Tu l'as dit, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Comment est-ce que tu parviens à jongler tout ça? Pour savoir un peu est-ce qu'il y a des choses à apprendre finalement de tout ça pour les auditeurs qui nous écoutent. Avec plaisir. Génial, à demain. Eh bien à demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!